Bon, bah, merci d'être venus, nombreux pour cette conférence Energaia. Donc ce matin, on va parler des bâtiments industriels, comment associer construction bas carbone et énergie renouvelable. Donc moi, je suis Aude Richard, je suis journaliste spécialisée en énergie. Et, on s'intéresse vraiment aux bâtiments, donc, qui est quand même responsable de 23% des émissions de gaz à effet de serre, le secteur de la construction. Donc il est urgent d'adopter des pratiques durables. Dans les bâtiments industriels, l'intégration de l'éco-conception, de la réhabilitation, d'utilisation d'énergie renouvelable permet de diminuer significativement l'empreinte carbone, mais ces méthodes se traduisent encore difficilement sur le terrain. Alors, quelles sont les technologies les plus avancées en matière de construction bas carbone et d'énergie renouvelable? Comment mesurer et certifier aussi leur impact dans le bâtiment? Et le nerf de la guerre, quels sont les coûts associés à ces matériaux biosourcés ou à ces énergies renouvelables? Et existe-t-il aussi des modèles économiques pour arriver à développer, massifier en fait ce type de bâtiment? Donc c'est ce que nous allons voir avec nos 4 invités ce matin, durant 45 minutes à peu près. Donc on a un petit décalage de 10 minutes et on prendra les questions plutôt à la fin de la séance. Donc pour en parler, j'accueille donc Leslie Gonçalves. Donc vous êtes architecte au cabinet DPLG, au groupe Seuil. Steve Moratti, excusez-moi. Vous êtes responsable du centre de maintenance énergétique de Dalkia. Bastien Liaudois, donc tout au bout, vous êtes directeur ouvrage neuf photovoltaïque à Green Yellow. Et enfin, Jean-Michel Perret, donc vous êtes maire d'une petite commune qui s'appelle Saint-Hilaire de Bretmas, une commune située près d'Alès dans le Gard. Excusez-moi, ce sera plus facile comme ça. Alors, en général, j'aime bien aussi savoir à qui on s'adresse, donc qui vous êtes. Je vais faire un rapide sondage, vous levez la main, vite fait, même si on n'est pas nombreux. Est-ce que vous travaillez dans le secteur industriel ? Ok. Dans le secteur de la construction de bâtiments ? Ouais, ça. Bureau d'études ? Apporteur de solutions ? Ok. Des fois, il y a des élus locaux et des agents des collectivités ? Non. Des étudiants ? Merci. Bon, et puis les autres, on va dire dans autres. Et n'hésitez pas, quand vous prendrez la parole, à vous présenter, comme ça on saura dans quel métier vous êtes. Alors, au niveau de la réglementation des bâtiments industriels, les exigences de la RE 2020 sont encore en attente de parution. Alors, normalement, ça devrait se faire à partir de janvier 2025. Mais au cabinet d'architectes DPLG, à Toulouse, vous n'avez pas du tout attendu cette réglementation pour être beaucoup plus, aller de l'avant pour faire des bâtiments sobres et durables. Dès 2005, donc ça fait quasiment 20 ans que vous êtes sur ce créneau, vous avez adopté ces modes de construction frugaux avec des matériaux biosourcés et des énergies renouvelables, alors aussi bien sur les logements que les usines. Quelle est la démarche de votre cabinet et pourquoi déjà vous avez intégré ces deux types de matériaux sobres? Alors bonjour à tous, donc, je suis architecte DPLG, mais voilà, la société c'est le groupe Seuil, composé de 3 sociétés à mission, Seuil Architecture, Ouna Ingénierie et Lab Réalisation. Vous entendez? Ça va? Ouais. Au niveau, donc ça va faire 20 ans effectivement qu'on a notre cabinet d'architecture. On est très investi aujourd'hui dans l'éco-responsabilité et on est entreprise à mission. Notre pourquoi fait partie en fait intégrante de notre solution. Le premier, c'est limiter nos impacts en éco-construisant avec des énergies renouvelables et durables et des matériaux biosourcés, géosourcés du réemploi. Le deuxième élément, c'est qu'on co-construit avec les utilisateurs. Donc, on embarque un maximum de monde, on se préoccupe véritablement des usages et on fait du sur-mesure. Et le dernier point, c'est que c'est super de limiter les impacts, c'est super d'embarquer les gens, mais en fait, il faut aussi aller plus loin. Et ça, c'est renaturer les sites. On travaille aujourd'hui de plus en plus avec des paysagistes, des écologues, pour avoir un bilan positif. Et ce que je voulais vous dire, c'est que les gens qui sont aujourd'hui dans la salle, c'est ceux qui ont compris que l'innovation, que la ville de demain, ce n'est pas que l'énergie technique, mais c'est aussi le bâtiment, l'enveloppe, les espaces extérieurs,
Voilà, c'est tout ça, c'est tout un ensemble. Et donc, il faut participer à tout ça. Et ce qu'on peut montrer peut-être en image, c'est 3 usines que l'on a réalisées. Usine à énergie positive. La première livrée en 2019, 3700 mètres carrés. On est sur un budget à 5 millions. Je n'ai pas mis mes lunettes, mais je m'en souviens. Voilà, bâtiment à énergie positive, en bois, paille, 4000 bottes de paille, local. Dans les 3 bâtiments, géothermie, photovoltaïque. Le deuxième bâtiment que l'on vient de livrer en septembre, donc pareil, une enveloppe en bois, des isolants biosourcés, avec notamment de la fibre de bois, une enveloppe, un doublage en laine de coton, et à chaque fois une démarche participative où on embarque les utilisateurs. Et le dernier projet qui est en cours de chantier, qui est à Méjeanne-les-Alès, donc c'est 3 projets en Occitanie, qui sera réalisé donc principalement béton, bois, paille et terre crue, avec aussi cette démarche de sensibilisation du site. Nos 5 objectifs principaux, c'est de s'adresser à des industriels et de pouvoir leur proposer à la fois de réduire, de faire des économies d'énergie véritablement avec une solution et une vision globale. Le deuxième point, c'est de faire un travail sur le process et faire en sorte qu'il soit le mieux loti possible, que ce soit le plus flexible, le plus organisé, le plus optimum. Le troisième point, c'est l'éco-construction, effectivement. Le quatrième, qui n'est pas des moindres, c'est de conserver à l'intérieur des projets, des bâtiments, des équipes qui finalement vivent dans de très bonnes qualités, dans un site de qualité et finalement qui attirent les talents, réaliser véritablement des vitrines. Et le dernier point qui pour moi est important aussi pour un industriel, c'est qu'il puisse recevoir véritablement ses clients dans de très bonnes conditions, leur montrer les pièces, montrer où on en est dans l'expédition de ce qui lui arrivera bientôt, et d'offrir l'opportunité de démontrer aussi de leur savoir-faire. Et vos clients, ils viennent vous chercher parce que vous faites de l'éco-construction, ou bien il faut quand même les convaincre? Et sur quel point il y a des négociations en général? Alors pour être très honnête, c'est que des projets qui sont venus de bouche à oreille, qui sont venus parce que c'est ce qu'ils recherchaient. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est des maîtres d'ouvrage de très haute qualité, qui ont une vision holistique, qui ont une perception aussi patrimoniale, qui sont dans la transmission. Et aujourd'hui, on se dit peut-être qu'il faut aussi qu'on communique sur ces projets, de dire voilà, on fait aussi des équipements publics, on fait du projet urbain, on fait de l'habitat, on fait des bureaux, on fait plein de choses. Mais aussi on fait ça. Et il faut, si on doit travailler avec des personnes, il faut se connecter avec des personnes avec qui ça résonne. Ouais. C'est pas difficile pour des architectes de se passer du béton, enfin d'employer des matériaux biosourcés? On a entendu la paille, le coton. Comment vous faites techniquement? Alors le béton, c'est un matériau qui est exceptionnel parce qu'il est peu coûteux. On peut faire de l'architectonique, on peut faire des porte-à-faux, on peut faire énormément de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quelques années et en arrière, on a vu à 2 reprises un reportage de Denis Delestrac sur la disparition du sable, qui fait qu'effectivement le béton, on a cette idée qui est très carboné vis-à-vis du ciment, mais c'est aussi l'impact sable qui a des conséquences catastrophiques au niveau mondial. Et on s'est dit qu'il fallait vraiment que ce béton, aujourd'hui, on l'utilise vraiment de manière au bon endroit, en fait, parce que ça coûte cher à la planète de l'utiliser et d'être plutôt sur des matériaux renouvelables. La terre crue, c'est un matériau aussi local. Alors, là, je vous parle de construction en bois et paille pour une chaudronnerie. Donc, et c'est tout à fait cohérent avec de l'ICPE. Enfin, on n'est pas dans le délire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tout simplement en train de prendre des matériaux qui sont là, que l'on a mis en œuvre depuis des années et qu'on sait très bien les mettre en œuvre pour que ça apporte justement des solutions qui permettent aussi une énorme modularité à terme dans les bâtiments. On peut déplacer des parois, etc. Un petit mot sur les énergies renouvelables. Vous avez parlé du photovoltaïque et de la géothermie. Comment vous les avez intégrées? Est-ce que c'est dès le départ, en fait? C'était quoi la relation avec votre client aussi par rapport à ça? Alors, c'est vrai que ça fait des années qu'on met en œuvre de la géothermie. C'est une solution qui, pour nous, est très intéressante
parce que le retour sur investissement est bon. On est sur une solution qui est extrêmement durable. On travaille aussi sur l'inertie. On l'a mis en œuvre de différentes manières, que ce soit avec des dalles actives. Donc les dalles actives, en gros, c'est comme un plancher chauffant, sauf que là, on met directement le réseau dans le dallage. C'est beaucoup plus économique. La géothermie, ça permet aussi, en fait, vis-à-vis du chaud, du froid lié au process, de la réintégrer directement dans les forages. Ouais. Donc on fait un complément énergétique qui est intéressant. Avec du froid peut-être aussi. Avec du froid. Alors là, on l'a fait pour du chaud. Et puis on peut le faire aussi pour des émetteurs qu'on appelait à l'époque poutres froides, en plafond, donc plutôt en qualité d'air. Mais le retour que l'on a est excellent. Et c'est une solution pour nous qui en plus est subventionnée, donc aidée. Donc ça, voilà, et on a des COP exceptionnels, véritablement des COP exceptionnels. C'est quoi, 4 ? On est au-dessus, 4,5, presque 5. Ah, bravo. Bon, très bien. Merci beaucoup pour cette description. On reviendra un petit peu plus tard justement sur le retour des utilisateurs. On va voir avec Bastien Liaudois. Donc, vous êtes chef du service ouvrage neuf au photovoltaïque à Green Yellow. Oui. Et donc, vous intégrez complètement le photovoltaïque avec les industriels. Comment ça se passe ? Quelle est votre démarche ? Alors, bonjour à tous. Effectivement, on a aujourd'hui une obligation du fait de la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, donc la loi APER, que tout le monde commence à bien connaître. Donc cette obligation, c'est à partir de 500 mètres carrés de nouvelles constructions, l'obligation de solariser 30% de la toiture ou de végétaliser 30% de cette même toiture. Donc effectivement, on est dans une mouvance de nouvelles réglementations qui permet aussi de venir créer de la valeur sur cette toiture qui est une toiture qui avant n'était pas du tout exploitée. Donc vous êtes bien aidé par la réglementation finalement, c'est obligatoire maintenant de solariser. Tout à fait, c'est une obligation pour obtenir son permis de construire, d'avoir prévu le positionnement de panneaux solaires sur cette toiture. Et comment on fait pour transformer cette obligation en opportunité en fait, et que ce ne soit pas un coût trop difficile pour le porteur de projet ? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette obligation, elle peut être transformée en création de valeur, puisque on a la possibilité de venir produire quelque chose sur cette toiture. Comment on vient créer de la valeur avec cette installation photovoltaïque ? Il y a deux modèles. On a tout d'abord le modèle d'injection réseau. Donc cette création de valeur, c'est venir vendre de l'électricité sur le réseau et donc de venir facturer à EDF obligation d'achat de la production énergétique. L'autre moyen de venir créer de la valeur, c'est de venir baisser sa facture énergétique en consommant cette électricité qui est produite sur le toit. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation individuelle. Je viens produire de l'énergie sur ma toiture et je viens l'utiliser en tant qu'exploitant du site pour ma consommation propre, en complément bien évidemment de la consommation du réseau. Donc cette création de valeur, elle est là pour baisser la facture d'électricité. Généralement, la production photovoltaïque sur la toiture a un coût qui permet de sortir un électron à plus faible valeur que celui qu'on vient acheter sur le réseau. On en est à combien, par exemple, à peu près en toiture solaire ? Alors aujourd'hui, en toiture solaire, en fonction de la taille, on peut sortir un électron qui est autour des 70-80 euros du mégawattheure. En fonction de l'ensoleillement, bien évidemment. Si on est à Dunkerque ou à Marseille, on ne sort pas un électron au même prix, c'est évident. Néanmoins, c'est un électron qui n'est pas taxé. Pas taxé, et puis pas de CSPE, pas de TURP, uniquement de la TVA. Et donc forcément, on doit comparer cet électron, ce prix de l'électron, avec une facture hors TVA de sa facture d'électricité. Il y a aussi un point qui est très important, c'est qu'en fait, produire son électricité sur place permet aussi à l'exploitant d'agir sur le décret tertiaire et sur l'économie d'énergie du bâtiment, sur des sites qui sont déjà en exploitation et sur lesquels on impose à l'exploitant ou au propriétaire de baisser sa consommation sur place. Et pour que ce soit, j'allais dire, encore plus rentable, vous proposez du tiers investissement. Voilà. Comment ça fonctionne ? Donc effectivement, là on voit sur la slide juste d'avant, c'est la partie tiers investissement.
Aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, je veux juste le rajouter maintenant, c'est qu'il faut absolument que les propriétaires de bâtiments, avec les architectes, puissent anticiper dès le départ cette installation photovoltaïque. Ce qu'il y a avec le photovoltaïque sur toiture, c'est qu'on a l'impression d'avoir une installation qui va se faire à la fin, quand le bâtiment sera prêt, et donc on verra plus tard. C'est ce qu'on nous dit, on verra plus tard. Aujourd'hui, c'est primordial. L'installation d'une centrale solaire sur une toiture a une résonance sur le design du bâtiment. Par exemple, le cas le plus important, c'est sur le design de l'étanchéité. Qu'est-ce que je mets en étanchéité? Qu'est-ce que je mets en isolant? Qu'est-ce que je mets en marque d'étanchéité? Mais aussi sur l'aspect paysager, c'est-à-dire je viens mettre un poste de transformation photovoltaïque sur le site. Ben, il faut l'avoir prévu au permis de construire. Il faut aussi qu'au niveau paysager, on ne vienne pas gâcher ce qu'a fait un architecte sur l'insertion du bâtiment dans le paysage. Il faut aussi venir descendre des câbles. Est-ce qu'on les descend directement dans le bâtiment ou en façade? Si on les descend en façade, il faut des capotages au râle de la façade pour garder cet aspect d'insertion paysagère qui a été prévu initialement sans tout gâcher. Donc vraiment, première chose, le faire dès le départ, l'intégrer avec l'architecte au permis de construire. Prévoir avec son développeur photovoltaïque, dès la phase architecturale, l'intégration au moins psychologique du photovoltaïque dans les pensées de tout le monde. Et ensuite, après, sur le tiers investissement. Sur le tiers investissement, bah, effectivement, en fait, aujourd'hui, créer de la valeur, c'est bien, mais il faut quand même investir. C'est pas gratuit. Il n'y a pas d'aide aujourd'hui pour installer une centrale photovoltaïque sur un bâtiment. Un développeur solaire ne touche pas d'aide pour l'installer. Donc, le propriétaire du bâtiment, bah, lui, il pourra faire appel à un tiers investisseur comme GreenYellow qui, lui, vient investir à la place de ce propriétaire, de ce bailleur, dans sa toiture photovoltaïque et soit lui donner un loyer puisqu'on serait en injection réseau. Donc moi, je viendrais vendre mon électricité sur le réseau, je viendrais donner un loyer au propriétaire du bâtiment ou une soulte au départ pour venir alléger un petit peu la facture du bâtiment. Ou alors, je viendrais lui vendre cette électricité. Et dans ce cas-là, pareil, je viens investir dans sa toiture, dans sa toiture photovoltaïque et je lui vends cette électricité. Voilà. D'accord. Et pour savoir, vous avez un ordre d'idée de coût en fait en toiture? Oui, aujourd'hui, nous investissons à peu près pour 1 mégawatt d'installation, à peu près 800 000 euros. 1 mégawatt, c'est une toiture qui fait à peu près entre 10 et 15 000 mètres carrés. Voilà, aujourd'hui, vous avez des toitures qui, nous, on intervient à partir des toitures de 4 000 mètres carrés. C'est déjà des belles toitures, jusqu'à des centres logistiques qui font 100, 150 000 mètres carrés. Bon, l'aspect paysager sur ce type d'installation, il faut bien le prendre en compte dès le départ, parce que c'est un impact assez conséquent. Alors justement, on va voir deux cas un petit peu. Oui. Un de 5 mégawatts et un autre de 405 kilos. Oui, c'est ça. Donc c'est des puissances très très différentes. Comment vous arrivez à obtenir un modèle économique pour des puissances aussi différentes? Oui, alors là j'ai pris deux cas un peu extrêmes. J'ai pris le cas d'un centre logistique très peu consommateur d'énergie et donc sur un projet avec beaucoup d'espace en toiture. Très peu d'intérêt à consommer l'électricité sur place, donc on est en injection réseau. J'ai investi à peu près 4 millions d'euros sur cette toiture. Je vends sur le réseau l'énergie pendant 30 ans et pendant 30 ans, je viens donner un loyer au propriétaire du bâtiment. L'autre cas, c'est un cas d'un industriel. Alors, le premier cas, c'est dans la banlieue lyonnaise et l'autre cas, c'est aussi en banlieue lyonnaise, étant donné que j'habite à Lyon. C'est un industriel, un brasseur local, Ninkasi, qui a changé d'usine, de localisation de son usine de brassage de bière et qui avait absolument besoin de sécuriser son énergie, un pourcentage conséquent de son énergie, et donc a décidé de solliciter GreenYellow pour installer à peu près 400 kW crête d'installation photovoltaïque. On lui produit 430 MWh par an, qu'on lui revend, qu'il consomme quasiment intégralement. Et donc nous, on lui facture cette électricité. Ça lui permet de se sécuriser. On a un contrat de 20 ans avec lui. Pendant 20 ans, il a sécurisé à peu près 20% de sa consommation électrique. Et donc forcément, il subit moins les aléas du prix de l'électricité de réseau. Et c'est quoi à peu près l'économie? Combien il payait et combien vous lui facturez? Un industriel de cette taille-là paye aujourd'hui à peu près entre 130 et 150 euros du mégawattheure, toute taxe incluse hors TVA. Aujourd'hui, on lui vend à peu près 100 euros
toutes taxes comprises. Donc il fait une économie d'une 50aine d'euros du mégawattheure. Vous avez des industriels très gros qui ont des factures d'électricité très faibles. L'équilibre est plus compliqué à trouver. Et puis vous avez des PME, PMI qui subissent de plein fouet les aléas de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, et donc des hausses et des baisses du prix de l'électricité, et qui ont tout intérêt à venir sécuriser une partie de cette consommation électrique. Merci beaucoup. Je pense qu'on a bien compris le modèle économique, et que les ENR, elles s'intégraient totalement en fait dans ce type, qu'on avait trouvé le modèle économique pour intégrer les ENR. Surtout. Tout à fait. On part dans le Gard, cette fois-ci, avec Jean-Michel Perret. Donc, vous êtes maire de Saint-Hilaire-de-Bretmas, une petite commune de 4800 habitants, dans l'agglomération d'Alès, à 1h30 d'ici à peu près. Et vous avez choisi de transposer un écoquartier dans une zone d'activité économique, et donc en tant que démonstrateur de ville durable. Donc c'est un endroit où il y a tout de mixé, aussi bien des activités industrielles, tertiaires et du logement. Et vous avez même la volonté de créer une Green Tech Valley, voilà, des matériaux biosourcés, des écomatériaux et des productions, des équipements pour produire des énergies renouvelables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous voyez cet écoquartier et comment les énergies renouvelables vont être intégrées au projet ? Alors d'abord je vais poser, puisque donc, je suis maire de ma commune, et en tant qu'élu, on a aussi le souci de l'aménagement du territoire. Donc en introduction juste, voilà, alors ce petit dessin vous résume le concept qu'on peut suivre. Alors c'est des concepts qui sont essentiellement recherchés dans les grandes métropoles, que ce soit Paris, que ce soit Mexico City, New York et autres, c'est la ville du quart d'heure. C'est un concept qui peut s'appliquer partout et qui, en fin de compte, pose en matière d'urbanisme de recréer une mosaïque en fonction de nos besoins essentiels. Nos besoins essentiels, d'abord, quand on se lève le matin, qu'on part de chez soi, on va travailler. Et on pose les enfants à l'école. Donc c'est déjà 2 briques de la mosaïque de la ville du quart d'heure. Et si vous voulez, pourquoi la ville du quart d'heure ou territoire de la demi-heure ? Parce que la première des choses qu'on cherche, c'est des économies d'énergie. Énergie de transport. Et puis après, évidemment, moi en tant qu'élu, évidemment, je ne suis pas là pour faire le malheur des gens, plutôt leur bonheur. Et donc, le bonheur, c'est pas de passer sa vie 3 heures par jour, aller-retour, dans les transports en commun ou dans sa voiture, dans des bouchons. C'est sûr. Donc voilà, je pose le cadre. et cet écoquartier, justement, si vous voulez, ça rentre, c'est la brique habitat, mais qui s'insère justement dans toutes les autres briques, que ce soit centre de production, d'où le projet aussi de zone d'activité économique à proximité de cet écoquartier en cours. D'ailleurs, on a été... il y a un mois, on a eu confirmation donc pour l'accompagnement de l'État avec des fonds européens, entre autres aussi, pour la phase réalisation. Et donc, plus tard, j'y travaille. On y travaille avec le président de mon agglomération à créer une zone d'activité économique de 40 hectares, à même pas 15 minutes de cet écoquartier d'ailleurs. Voilà. Et qui lui-même est inséré dans mon tissu urbain, on va dire, entre guillemets, 4800 habitants. L'urbanité, elle n'est pas énorme, mais avec toutes les professions de santé, commerce et autres, services publics, écoles, etc. Ouais. Donc maintenant, on va peut-être, voilà, je vais revenir au fond de la question. C'est alors la localisation de ma commune. Je dis on est au centre du monde. En fin de compte, c'est pas vraiment la gare de Perpignan, parce que quand on est à 90 minutes de Marseille, 60 de Montpellier, 30 de Nîmes, et puis après tous les sites touristiques vachement sympas, Vallon-Pont d'Arc, les petites rivières Sévenol, la mer, tout ça. On sait où on va partir en vacances cet été. Bref. Donc pour revenir, voilà. La meilleure énergie, on le sait tous, c'est celle qu'on économise. Donc je suis un peu en synthèse par rapport aux 2 interventions précédentes. Donc d'abord, pour économiser, évidemment, on sait, c'est un peu, je prends l'exemple d'une voiture. On a des matériaux rigides, la tôle, mais on a des amortisseurs pour nous garantir aussi des aléas routiers. Et en fin de compte, les amortisseurs, c'est quoi ? C'est les isolants et les matériaux rigides qui capitalisent l'énergie, entre guillemets, qui la gardent, qui la conservent, qui créent de l'inertie. Il y a différents moyens. Il y a la terre crue, il y a le béton aussi. J'étais en Égypte récemment, je regardais au Caire comment tous les bâtiments, ou 90% des bâtiments, à part quelques gratte-ciel, sont construits. C'est de la structure béton remplie, non pas avec du parpaing basique, mais avec des briques de terre crue.
c'est-à-dire de l'argile. Et quand on utilise un matériau comme l'argile, justement, que ce soit sous forme de pisé, de bauge, de briques et autres, d'abord c'est du stockage de carbone, parce qu'à la base, cette terre crue, elle a emmagasiné du carbone, donc ça veut dire qu'on ne le réinjecte pas dans l'atmosphère, on le garde, un peu comme une structure bois. Le bois, c'est du stockage de carbone, c'est un puits de carbone. Donc quand on monte, moi ce que je voyais au Caire, des immeubles de 20-25 étages, structure béton, mais remplissage, mur intérieur-extérieur en briques de terre crue. Donc on peut monter très très haut comme ça. Parcimonie avec le béton, voilà, des exactement. petites touches, et en collaboration avec la terre. Ne pas jeter le bébé l'eau du bain du béton. Okay. Mais voilà. Et comment sinon, vous intégrez? Donc là, on voit par exemple balle de riz, oui. de paille de blé, alors, pardon. Les matériaux biosourcés, l'intérêt, c'est d'abord aussi de revenir aux fondamentaux de nos ancêtres, entre guillemets, il n'y a pas si longtemps que ça. On ne va pas, quand on est dans le sud de la France, aller chercher des matériaux constructifs à Dunkerque. On regarde d'abord autour de chez soi. Et pour ce qui me concerne, autour de chez moi, à 60, même pas, à 40 minutes, 45 minutes, j'ai la paille de riz de Camargue. Qui naturellement, d'abord c'est un matériau biosourcé et géosourcé parce qu'à 40 minutes. Et ensuite il y a l'argile, et ça on en a un petit peu partout en France, à part certains territoires volcaniques ou autres. Et donc c'est quelque chose aussi qu'on va utiliser sur place. Les terrassiers d'ailleurs de mon secteur sont très contents de ce projet. Parce que d'habitude ils sont enquiquinés quand ils font des fondations, des fouilles. Pour se débarrasser. Et là on dit mais au contraire, venez, on prend. Ouais. Donc c'est une ressource en plus gratuite. Donc la terre, la paille, le la bois balle des de Cévennes riz, aussi, puisque c'est un massif forestier. Donc on a du pin maritime qui servait nous à l'époque des mines, qui avait été planté à l'époque des mines de charbon, qui servait à étayer les galeries. Donc aujourd'hui, il pose d'ailleurs des soucis d'incendie, etc. Donc ça permet aussi de régénérer la forêt. Le débroussaillement, et puis après vous en servez pour la construction. Tout à fait. Donc comme on ne monte pas des immeubles de 20 étages, on fait en structure bois. Les isolants sont effectivement en paille de riz ou laine de bois, enfin tout ce qu'on va utiliser au niveau local, en ressources locales, dans un rayon on va dire à peu près 60 minutes maximum pour les approvisionnements. À part évidemment le vitrage, la robinetterie, ça c'est sûr que voilà. Ça... Et juste pour qu'on se rende compte de la masse qu'il faut de matériaux biosourcés, au niveau logement, il y en aura combien dans l'écoquartier? C'est quelle taille cet écoquartier? Alors c'est un tout petit écoquartier, on n'est pas à Clermont-Ferrand ou à Rennes. Moi là j'ai une quarantaine de logements. Okay. Donc ça reste, on va dire, à taille humaine, mais qui vont mêler sociologiquement aussi différents types d'habitats, puisqu'on va avoir la moitié en logements sociaux, et cette même moitié, c'est-à-dire un quart, qui va être dédié à des personnes âgées. Donc avec l'intergénération. Voilà, exactement, avec tout un projet, on va dire, participatif, etc. Et puis l'autre moitié qui va être en vente libre, donc, mais sur prescription, qui seront construits, en tout cas ces logements, en vente libre certes, mais avec un cahier des charges qui respectera le projet. Et au niveau énergétique, qu'est-ce que vous avez mis en place? Alors en énergie, vous parliez de photovoltaïque, justement, l'insertion paysagère. Les panneaux photovoltaïques, quand ils sont posés sous forme, entre guillemets, et ça se voit souvent en Afrique, dans les pays chauds, c'est-à-dire, nous on a prévu de les mettre légèrement, bien en décalé par rapport à la toiture, pour permettre de créer une lame d'air. Et ça fait un amortisseur. Ça fait un amortisseur par rapport, justement, quand il fait trop chaud l'été. Nous, ici, on a plutôt des problèmes de chaleur. Donc, cette lame d'air va participer, elle aussi, à l'isolation du bâtiment. On va se servir des panneaux photovoltaïques pour s'en servir, en fin de compte. Moi, j'ai connu ça sur des Land Rover des années 60 qui avaient un double toit, justement, le modèle africain, le modèle savane d'Actari, pour ceux qu'on connu. C'est pareil, on revient à ça. C'est recréer une lame d'air en se servant de la couverture photovoltaïque. Et au niveau chaleur, parce que là, électricité avec du photovoltaïque, et au niveau chaleur, vous avez prévu quoi? Donc réseau de chaleur, boucle d'eau tempérée, donc pareil en géothermie. En géothermie aussi, oui. Tout à fait. Donc voilà les grands principes. Et puis après, bien sûr, et ça c'est les bureaux d'architectes, ils connaissent bien, c'est tout le travail qu'on peut faire sur l'implantation du bâtiment, son orientation, le masque végétal devant avec par exemple des arbres qui sont eux-mêmes à feuillage caduc. Ce qui fait que l'hiver, les feuilles tombent, on bénéficie de la chaleur du soleil. L'été, il y a les feuilles, ça nous fait de l'ombrage et ça
contribue justement au rafraîchissement du bâtiment. Et donc le tout fait de l'économie d'énergie. Et tout ça, c'est largement transposable en matière industrielle. Et j'en profite sur le bâtiment industriel. En France, on a, comme pour on va dire ce qu'on décrit souvent, le pavillonnaire, étalé, l'étalement urbain, la consommation foncière, etc. Quand on voyage, que ce soit sur les continents, d'autres continents comme aux États-Unis, comme en Asie, etc., très fréquemment, on rencontre du bâtiment industriel de production et de transformation sur 20 étages, sur 15 étages. Mais nous, il faut toujours qu'on s'étale. Donc il va falloir là aussi, dans la conception, je dirais l'imaginaire, pas des architectes, ça ils le savent, mais par contre sur les donneurs d'ordre, sur les promoteurs immobiliers, industriels, etc., commencer à raisonner aussi en vertical. Parce que, je suis désolé, un atelier on va dire, même avec des machines-outils qui ne sont pas si lourdes que ça, elles ne font pas 100 tonnes au mètre carré, on peut effectivement faire un atelier de production au 5e ou 10e étage. Et on n'a pas toujours besoin d'avoir des hauteurs sous plafond de 4 mètres. Ouais. Loin de là. Loin de là. Surtout quand on réfléchit à l'usage qui est dans le bâtiment en termes de chauffage ou de rafraîchissement. Récupérer la chaleur fatale, ça c'est une chose. Mais en attendant, si effectivement on a des machines qui dégagent de la chaleur, dans ce cas-là, c'est comment réfléchir à récupérer cette chaleur fatale et en même temps rafraîchir l'atelier de production qui serait au 10e étage. Là aussi, on a un gros travail intellectuel à faire en matière de repenser l'urbanisme industriel. Tout à fait, à la verticale, on a bien entendu. Et on voit ça partout dans le monde, sauf chez nous. Nous, on s'étale comme un pavillonnaire. Avec la loi zéro artificialisation nette des sols, ça va peut-être faire accélérer les choses. Juste un petit mot sur le planning, là vous en êtes où? Qu'on comprenne bien à quelle échéance ça devrait voir le jour? Alors, très rapidement. Très rapidement, on pose la première pierre, normalement, ça devrait être premier semestre 2026 pour l'écoquartier. Ça fait 1 an et demi qu'on est en phase d'incubation parce que j'avais des filières j'avais tous les acteurs, mais la filière n'existait pas en tant que telle. Donc là, il a fallu que je structure ma filière et d'approvisionnement et de transformation d'une part, et puis une autre filière aussi, parce que la terre crue, c'est pour l'instant réservé à des amateurs fortunés, entre guillemets. Et donc là, avec le centre de formation des apprentis de Méjeanne-les-Alès, où vous avez le bâtiment Arcadie, justement, on a un CFA des métiers du bâtiment. On est avec la directrice en train de créer la première filière de formation d'ouvriers du bâtiment en matériaux bio et géosourcés, et notamment la terre crue. Ah, bah c'est parfait. Bon, juste avant de passer la parole à Steve Moratti, je reviens avec Leslie, justement par rapport au retour des usagers, parce qu'on disait, là, il y a plein de projets en biosourcé, mais comment les gens, ils le vivent, ça? Est-ce que vous avez, on a parlé tout à l'heure de l'ARM, c'est ça? Est-ce que vous avez un retour d'expérience depuis 2019? Oui, alors effectivement, par rapport à ARM, on a un peu plus de retour d'expérience que pour Symétrie, là, qui vient juste d'être livré. On voit que même la végétation, on l'a pas encore. On est en pleine plantation, avec notamment une micro-forêt. Sur la slide suivante, alors je pourrais parler aussi des ateliers participatifs, la manière dont on fonctionne. Très rapidement, on met en place un comité de pilotage. Ce comité de pilotage, il est représentatif de l'ensemble des membres de l'usine, que ce soit des gens, admettons, des ateliers, de l'administration, peu importe, en tout cas qu'ils soient représentatifs. Et derrière, on fait des ateliers et ça nous permet de travailler des sessions sur l'identité du site, sur les valeurs, sur la marche en avant, sur les flux, sur énormément de sujets. On a une énorme méthodologie et derrière, ça nous permet de sortir des programmes correspondants et adaptés. Après, donc, sur ARM, sur alors peut-être la slide d'avant, sur le retour d'expérience sur les 5 années. Donc, le premier, c'est effectivement ce bois paille. Donc, on a fait 4000 bottes de paille avec un agriculteur local. Donc, ça, c'est la botte. Les bottes, il faut l'anticiper. Et juste, comment les gens se sentent dans ce bâtiment en paille? Alors, on a des retours très, très bons. On a notamment la question acoustique, parce qu'ils souffraient énormément ARM de leur premier bâtiment. Et là, on a travaillé avec seulement un pare-vapeur compatible acoustique. Si on voit une slide juste avant, on voit un opérateur là, en train de travailler, une jeune femme. Et alors, elle est sur les 2 premiers mètres, on a un panneau lisse
Et juste au-dessus, on ne le voit pas, mais en fait, on a un bardage ajouré avec 15% de perforation et qui permet en fait tout simplement que la paille soit aussi un absorbeur de son. La CARSAT est venue et nous a dit qu'on était quasiment meilleur que dans les bureaux au niveau des ateliers. Donc on a énormément travaillé, surtout la chaudronnerie, c'est très très bruyant et on a fait vraiment énormément de compléments pour gérer l'acoustique. D'accord. Donc là, après, vous verrez, il dit, Joël, qu'il est vraiment très content, mais je n'arrive pas à lire parce que je n'ai pas mes lunettes, mais en gros, sur le confort thermique, acoustique et l'éclairage, mais aussi après, derrière, sur les conditions de travail et de confort. Désolée. Donc, en tout cas, c'est des retours vraiment positifs, par rapport à ces matériaux biosourcés. Voilà. Et après, je voulais vous faire donc rapidement un retour sur les énergies, donc sur la slide suivante. Donc, pour vous dire rapidement, donc on est sur 23 fourrages géothermiques, 3 packs avec une puissance de 174 kW. On fait de la production simultanée chaud et froid. Et l'énergie soutirée au sol, c'est 200 000 kW par an. On a aussi du photovoltaïque. Le photovoltaïque, il est autoconsommé à hauteur de 90 mégawatts, c'est ça. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça correspond à peu près un tiers de la consommation, enfin des besoins de l'usine. Et en fait, c'est une énorme économie pour eux d'avoir ce retour-là. Et le retour que m'a fait Joël Brie, le directeur, c'est que sur ces 500 mètres carrés de panneaux PV, il a eu un retour amorti sur 3 ans. Du fait de l'explosion du coût de l'énergie. Surtout que lui, il a fait une petite erreur, c'est qu'il a... en termes d'abonnement, il s'est projeté sur plusieurs années et donc il est un peu coincé sur le coût énergétique. Et après, la dernière slide, c'est aussi un retour vis-à-vis de Joël, qui, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que ces dernières années, là, sur les 2 dernières années, il vient juste d'acquérir un nouveau bâtiment qui est bien plus petit, parce que ARM, donc c'est 3700 mètres carrés, là, c'est une surface de 1500 mètres carrés. C'est un bâtiment passoire. C'est un rachat externe donc pour augmenter leur capacité de production. Et en fait, on s'est dit avec Joël qu'on allait comparer en fait les 2 bâtiments pour que moi je puisse avoir aussi un retour d'expérience et voir véritablement l'impact de nos installations. Ah oui, alors donc c'est les chiffres en orange là tout en bas en fait. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ARM, que ce soit en atelier ou que ce soit les bureaux, tout est chauffé et rafraîchi. Alors que sur le nouveau bâtiment, il n'y a que 200 mètres carrés de bureaux qui sont chauffés et climatisés pour le coup. Et les bureaux sont soit glacés l'hiver, soit très 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 chauds l'été. Donc on est sur une surface de 1500 mètres carrés. Donc si on ramène ça au mètre carré, la conso d'ARM c'est 86,5 kWh par mètre carré par an, contre 323 pour l'autre société. Donc ARM, on est 2 fois plus confortable, parce qu'on est confortable partout, mais on est 3,5 fois moins cher en termes de conso. Ouais, c'est énorme ces chiffres. Entre le 86 et le 323 kWh par an, on voit bien la marche. Alors la difficulté, c'est... Si vous construisez un bâtiment industriel, construisez de suite avec une enveloppe performante, parce que derrière, ça va vous coûter très cher, sinon, de faire la mutation. Aujourd'hui, je suis en train de me renseigner de plus en plus, parce qu'on travaille aussi sur la réhabilitation, bien sûr. Mais aujourd'hui, les aides ou l'engouement fait que le coût, en fait, pour aujourd'hui isoler une enveloppe, elle est excessivement chère. Donc il faut le faire tout de suite à la construction. Voilà, il faut le faire tout de suite. Et si vous devez refaire une toiture, repensez tout de suite, parce que la toiture, c'est déjà gérer l'acoustique et c'est la plus grosse déperdition d'un bâtiment. Donc à la refaire, il faut repenser tout le complexe jusqu'au photovoltaïque. Donc vraiment dès le départ, comme le photovoltaïque à intégrer. On va rester sur la fin, justement, sur les économies et la maintenance avec Steve Moratti. Donc vous êtes chef du service performance énergétique de Dalkia. Oui, la performance énergétique, c'est votre rayon. Là, les chiffres, ça doit vraiment vous parler. Dans un bâtiment industriel, en fait, quels sont les facteurs qui influent sur cette performance énergétique ? On va avoir déjà... Bonjour à tous, on va avoir différents facteurs. Donc c'est déjà
la construction, puisque un bâtiment qui est déjà bien construit et bien isolé permettra N'hésitez pas à mettre le micro vraiment proche. Ouais. De consommer moins, mais aussi c'est monitorer le bâtiment pour s'assurer que dans tous les paramètres de fonctionnement de ce bâtiment, dans le temps, il soit suivi et il soit toujours performant. Par exemple, on va faire du monitoring sur les plans de comptage pour s'assurer que toute la production photovoltaïque est bien produite, que ce qui a été prévu en amont, au niveau de toutes les études thermiques et des simulations thermiques dynamiques aussi, ne reste pas que des chiffres qui font espérer, mais que ces chiffres-là se concrétisent et deviennent bien réels à la vie du bâtiment. Donc avec une maîtrise par exemple des températures intérieures, moi je dis toujours on va chauffer à la température prévue et aux heures prévues. On a encore trop de bâtiments qui chauffent alors que les personnes ne sont plus là, ou ça reste allumé, etc. Donc en plus de prévoir des systèmes techniques qui en amont vont permettre de contrôler ça, mais il faut s'assurer que dans la vie du bâtiment, on ait bien ces paramètres de fonctionnement qui soient respectés. Et aussi bien après dans le monitoring et dans le suivi. Donc il faut aussi du suivi régulier pour s'assurer que ce qui était prévu en fait est bien fait en face. Grâce à ce monitoring et au suivi, vous arrivez à voir s'il y a des déviances en fait dans le bâtiment. Voilà. Vous arrivez à corriger pour qu'il y ait plus d'économie. Oui, avec des systèmes d'alerte aussi. Et on va pouvoir dire attention, dans telle zone on chauffe trop, dans telle zone on a chauffé alors que c'était en pleine nuit, que par exemple sur un industriel on va suivre aussi des ratios sur son process et par exemple on va dire tiens là je consomme trop d'électricité par rapport à la production, qu'est-ce qui se passe, et on va venir vérifier aussi que dans les équipements ils soient toujours à leur rendement optimum. On parlait tout à l'heure de COP à plus de 4. C'est très bien, mais il faut s'assurer que ça soit maintenu dans le temps. Ouais. Et dès qu'on a une dérive après, il faut pouvoir réagir vite pour ne pas se dire au bout d'1 an ou de 2 ans, ah ben mince, les performances que j'attendais ne sont plus là. Et justement, dans les derniers mois, quelles sont les technologies qui sont venues, les nouvelles technologies en matière de maintenance ou de monitoring ? Alors avec le développement de tout ce qu'on appelle les IoT, c'est tout l'Internet des objets, on arrive à avoir des industries qui sont connectées et avec de l'automatisme. Et ces IoT, on arrive à avoir en quasi temps réel, voire même en temps réel sur certaines installations, tout le comportement du bâtiment. D'accord. Donc en temps réel, vous pouvez voir où ça consomme ou pas. C'est exactement. Ça. Et si on consomme le photovoltaïque Est-ce qu'on a produit quand il fallait ? Est-ce que avec tout l'ensoleillement qu'on a pu avoir, on a produit autant que ce qui était prévu, etc. Et est-ce que tout ce qui a été produit a bien été consommé sur site et qu'on n'est pas allé chercher l'électricité, par exemple, du réseau. Là, vous allez nous expliquer un exemple d'un industriel qui est dans le Gard aussi. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le graphique, justement, les réductions qu'il a pu faire ? Alors, ça, c'est un exemple d'une solution qui a été mise en œuvre sur un industriel à Vauvert dans le Gard, où on est dans un premier temps, on a audité ses consommations, puisque ça passe toujours, c'est très important d'avoir une phase préalable de compréhension de ce qui se passe. Donc on va venir auditer à quel niveau de consommation il est, quels sont ses niveaux de consommation sur ces différents usages, usage process, usage chauffage, usage éclairage. Et notamment chez cet industriel, on s'est aperçu qu'il avait des proportions d'électricité sur son process qui étaient énormes, qui étaient liées à l'utilisation d'équipements de groupes frigorifiques pour son process. Et on est venu proposer une solution, comme là, la mise en place de tours adiabatiques, avec surtout un engagement de performance. C'est-à-dire qu'on lui garantit
qu'on faisait 50%, 59% d'économie sur l'électricité de son process. Et en mettant en œuvre cette solution-là et le monitoring associé, bien on a pu, ce qu'on voit sur ce graphique-là, c'est envers ce qu'il aurait dû consommer, avec sa situation de référence et ce qui se consommait avant avec ses vieux groupes. Ce qu'on lui a garanti comme économie, c'est sur la courbe rouge. Et en bleu, c'est ce qui a été fait réellement. Donc on est allé déjà au-delà des 59% d'économies qui ne sont pas neutres. On a réussi à aller au-delà tout en ayant, justement, en maîtrisant les paramètres de fonctionnement de la machine, ses COP, etc. D'accord, ouais, on comprend bien en tout cas toute l'importance de monitorer en fait chaque partie du bâtiment, en temps réel ou en décalé, mais en tout cas l'importance pour pouvoir après diminuer les consommations de plus de la moitié quand même là, au niveau process. Quoi. Exactement. Et ça passe aussi par une maintenance optimisée, c'est-à-dire qu'on va pas seulement faire un gros entretien annuel sur les équipements, mais on va passer aussi plus régulièrement pour maintenir la performance dans le temps. Très bien. Merci beaucoup. Alors une petite question à tous les quatre, vraiment rapide, un mot. Dans 3 ans, à votre avis, comment ou quelle technique aura évolué? Voilà, dans 3 ans, le bâtiment industriel, comment il sera? Leslie? On l'espère bas carbone, avec effectivement peut-être plus de verticalité. Est-ce que vous voyez une technique, une technologie qui pourrait... Alors nous, ce qu'on est en train de développer, au-delà effectivement de matériaux biosourcés, issus du site ou géosourcés, c'est le réemploi. Donc on a de nombreux projets en réemploi. Donc c'est quoi? C'est tout simplement de prendre en compte des sites qu'on va venir déconstruire. On va récupérer un certain nombre d'éléments qu'on va soit remettre dans le nouveau bâtiment, du in situ, ou alors récupérer des éléments extérieurs ex situ. Et donc je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit plus concret. Pourquoi pas récupérer, alors il y a plusieurs formes de récupération, soit du stock dormant. Admettons, on a des carreleurs effectivement qui ont, pour faire des petits sanitaires, des choses comme ça, qui ont énormément de stock, parce que quand on fait du carrelage, on va toujours prendre 7% de plus de matériaux, parce qu'il y a des coupes, il peut y avoir des problématiques. Et donc tout ça, on le récupère. On vient de faire livrer un collège où on a pu récupérer 80% de la faïence et du carrelage. C'est énorme. Avec un énorme travail de calpinage, de couleurs et d'ateliers participatifs avec les enfants. Par exemple, un autre exemple, on a pu récupérer un transformateur électrique au sein même de la société qui est la société SPI. Eux, en Bretagne, ils avaient un transformateur qu'on a pu récupérer. On peut récupérer des sanitaires. Alors bien sûr, pour les sanitaires, on va mettre en œuvre un pack avec des accessoires, la lunette qui va être en neuf. Mais pourquoi pas réemployer des éléments comme ça. Et donc, voilà, on arrive très vite à des objectifs. Le dernier projet là, que l'on est en train de réaliser, c'est 5% de matériaux issus de réemploi en coût de fourniture sans pause. Donc c'est vraiment énorme, révolutionnaire. Et toute l'économie solidaire, il faut qu'elle se mette en place, il faut que les filières se mettent en place. L'économie circulaire et puis la question aussi de la revalorisation. C'est comment est-ce que... Parce qu'aujourd'hui, les chantiers, quand vous arrivez sur un chantier, ce qui est très difficile à vivre, c'est quand le chantier n'est pas propre, quand la gestion des déchets n'est pas faite correctement, et quand un artisan vous dit moi cette porte je vais la mettre directement à la benne parce qu'elle n'a pas la bonne dimension, et je sais que demain que de me la ramener dans un atelier ça me coûtait plus cher. Et en fait c'est d'offrir l'opportunité en développant les filières locales, de redonner le pouvoir aussi financier à ces entreprises qui vont aller ramener cette porte plutôt dans une plateforme. Il va pouvoir la valoriser et la plateforme va pouvoir la revendre derrière. Merci beaucoup. Jean-Michel, vous dans 3 ans, peut-être votre projet, ça en sera où? Quelle technique particulière? Alors l'écoquartier, j'espère bien que tout sera vendu, terminé et vendu. Donc, il y en a déjà la moitié des logements sociaux qui eux ont déjà un acheteur.
Mais voilà, Ce sera plus la zone d'activité qui sera développée? dans 3 ans, on verra où on en sera, mais c'est pas gagné. Mais oui, j'espère bien qu'en tout cas, on pourra lancer cela. En fait, c'est sur une zone globale d'une centaine d'hectares, et j'ai une soixantaine d'hectares de forêt avec plein de biodiversité. Donc en fait, ça s'inclut, si vous voulez, ça s'intègre. J'ai 40 hectares urbanisables et 60 à protéger. Et moi, je ne compense pas, je ne réduis pas, j'évite. Et au contraire, en évitant, par contre, je me sers de ça parce que c'est pareil pour l'écoquartier. J'ai sacrifié 30% de la surface parce que j'avais de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on fait? Des sentiers de découverte pédagogiques. Des espaces repos, etc. Donc voilà, un petit peu l'importance du paysage et de la et biodiversité. tout ça dans une zone d'activité économique. Donc voilà, mais c'est possible. On peut. Je voudrais juste revenir. C'est fou le bruit ici. Ouais. J'ai 3 cantines, 2 vieilles, une qui vient d'être livrée à la rentrée. On a fait une isolation avec des panneaux en laine de bois. Mes personnels, ils revivent. Mais ils revivent. Mes agents de cantine dans cette cantine-là. Ils sont, mais alors, revenons à l'industrie, l'isolation acoustique. Mais comment vous voulez être productif à la fin de la journée quand vous avez subi un bruit ambiant ou vous avez dû porter des bouchons d'oreille toute la journée? Et moi, c'est ma traduction en tant que maire sur mes 3 cantines, les 2 vieilles et la nouvelle. La nouvelle, mais moi j'ai mes agents, à la fin de la journée, elles sont fraîches comme des gardons. Ce qui est loin d'être le cas des autres, malgré les bouchons d'oreille qu'elles doivent mettre. Parce qu'avoir 40 gamins, 50 gamins en même temps, je peux vous dire, c'est... faut le faire. Voilà, mais donc imaginons... les biosourcés, ils ont des qualités Exactement. pas que thermiques, ils ont aussi acoustiques. Exactement, mais il n'y a qu'à voir ici. Là, Allez, on en parlera à l'organisation d'Energaia. Steve, un mot sur peut-être les techniques, pareil, en développement, là, dans 3 ans, qu'est-ce que vous sentez sous-jacente? On sera dans l'industrie de ce que je vais appeler la 5.0. On sera dans l'industrie connectée. L'industrie décarbonée aussi, on a aussi bien en construction, mais il y a beaucoup d'efforts à faire de décarbonation et le gouvernement pousse aussi dans ce sens-là de nos industries et à travers des remplacements de solutions carbonées aujourd'hui, à travers des solutions comme la géothermie, le raccordement au réseau de chaleur aussi, qui sont des sources décarbonées à proximité. Il y a de plus en plus, il y aura cet effort-là à faire et on va convaincre tous nos industriels d'y aller. Merci beaucoup. Bastien, un petit mot rapide, très rapide. L'autoconsommation collective, c'est ce qui va arriver ou... Oui, c'est ce qui est déjà, en place un petit peu. C'est juridiquement assez complexe et nouveau. Donc il faut aussi que tous les acteurs, comme les juristes, les avocats, soient aussi bien alignés dans qu'est-ce qu'on définit par une autoconsommation collective. Donc oui, pour moi, c'est très clairement l'autoconsommation collective, c'est-à-dire d'éviter de gaspiller de l'énergie qui aurait pu être produite mais qui ne l'est pas parce que personne n'était là pour la consommer. Donc ça c'est une évidence et de partager ce qui a été produit pour les écoles, pour les hôpitaux qu'il y a autour, chez un industriel. Voilà. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le stockage. Très clairement, on a une production solaire qui, dès que le soleil se lève, est en marche. L'électricité, on ne peut pas la stocker si facilement que ça. Donc l'objectif, c'est aussi de pouvoir stocker économiquement et efficacement. Très bien. Jean-Michel, un petit mot. Non, l'autoconsommation collective, justement, c'est ce nous, on a mis ça en place, justement, à travers l'école qu'on vient de rénover. Elle était de 58 à la base. Et donc, effectivement, comme on a du surplus, alors bon, c'est notre choix politique. Le surplus nous va être reversé gratuitement à une fondation Enercop qui sert de banque, non pas alimentaire, mais de banque énergétique. Par rapport à la précarité. Tout Merci beaucoup. Merci à tous les 4. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je suis désolée, on essaye d'aller un peu vite. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, prenez le temps. Au niveau des bâtiments, des matériaux biosourcés, de l'énergie? Non? Je voudrais juste, parce que je n'ai pas répondu à votre question en fin de compte. Moi, ce que je vois beaucoup dans l'avenir, c'est la géothermie. Parce qu'on a en permanence, pas très profondément, en fin de compte,
14, 13 degrés, qui servent autant à rafraîchir l'été qu'à apporter les premiers kilowatts de chaleur l'hiver. Oui, tout à fait. Pour moi, sincèrement, je pense que c'est vraiment l'avenir de se servir, en tout cas, de cette ressource qui est sous nos pieds. Ben, merci beaucoup. Alors, je vais faire la transition parce que hier, il y a une conférence sur la géothermie qui sera rediffusée en replay sur le site d'Energaia au mois de janvier. Comme cette conférence, voilà, vous pourrez la retrouver au mois de janvier. Merci beaucoup à tous les 4. Je pense qu'on peut vous applaudir parce que c'était très varié. Merci beaucoup pour les exemples. Et merci à vous. Bon salon Energaia.